Tamika Bash, bonsoir. Vous êtes économiste, analyste financier, écrivain à succès avec plusieurs best-sellers à votre actif. Et vous êtes aussi le fondateur de TKL, Université online de trading et gestion des assets. Alors, vous êtes le père de la philosophie du revenu passif et de la liberté financière. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Merci de m'avoir invité, je suis ravi de participer à votre émission. Alors le Fonds monétaire international prévoit que l'économie mondiale va se contracter de 3% cette année. Le monde se prépare-t-il à la plus forte récession depuis la Grande Dépression des années 30 ? Je pense que nous avons vécu ces derniers temps un choc d'offres et de demandes inédit dans l'économie mondiale. Et aujourd'hui, il y a en plus de cela une défiance à l'égard des élites. Mais il y a surtout, pour moi, un chômage massif. On le voit aux États-Unis, on le voit également avec les mouvements sociaux. 40 millions de chômeurs aux États-Unis, le tourisme mondial qui est terrassé. On parle de la baisse du nombre de touristes entre 850 millions à 1,1 milliard de personnes en moins. Et ça peut effectivement mettre en danger des centaines de millions d'emplois dans le domaine du tourisme et tous les autres secteurs seront touchés. Donc c'est une situation inédite dans l'histoire économique et pour moi, probablement la pire crise depuis les années 30. Alors l'État va-t-il piocher dans l'assurance vie des particuliers ou bien sur leur compte courant afin de financer ces aides massives ? Je rappelle que la loi Sapin 2 prévoit en cas de crise majeure sur les marchés bloqués des contrats d'assurance vie, une mesure qui serait peut-être impopulaire mais qui a déjà été ratifiée par le Sénat, qui diminuerait la dette de l'État de 50%. Alors pour moi, il y a bien évidemment la loi et il y a les faits. Piocher dans l'épargne des ménages, ça enverrait un signal très très négatif au marché financier, mais également aux particuliers. Il faut savoir que le gros de la dette, il est financé par des non-résidents, c'est-à-dire que 55% de la dette française est détenue par des non-résidents, et même les particuliers français qui investissent par le biais de l'assurance vie, etc., recevront un très mauvais signal si bien évidemment l'État pioche dans cette assurance vie. Pourquoi ? Parce que premièrement, ils auront un doute, deuxièmement, ils ne voudront plus prêter de l'argent à l'État, et ça provoquerait automatiquement une hausse des taux d'intérêt et une difficulté pour l'État de se financer. Donc l'État n'a pas intérêt à le faire, mais s'il le fait, c'est que ça va vraiment très mal. Donc je pense que dans un premier temps, ils ne le feront pas. Ensuite, ça dépendra de l'évolution de la crise. Oui, pourtant, le gouvernement martèle que les hausses d'impôts ne sont pas au programme. Bien sûr, et il a raison de le dire. Maintenant, ils le font de manière détournée, c'est-à-dire que la dette, c'est de l'impôt à venir. La dette, effectivement, on l'obtient et on lève de la dette pour financer finalement des dépenses publiques. Or, les dépenses publiques, il y a deux moyens de la financer, soit la dette, soit les impôts. Et la dette, ça veut dire que demain, on va payer et on va devoir payer des impôts. Oui, les idées ne manquent pas pour piocher dans l'épargne forcée que les Français ont mis de côté. La ministre du Travail français, Muriel Pénicaud, a appelé les Français à ressortir, à consommer les 60 milliards d'euros mis en épargne pendant le confinement afin de faire repartir l'activité et combattre cette crise économique et sociale. Que pensez-vous de cette injonction ? Elle a totalement raison de le faire. Maintenant, il faut comprendre, les particuliers ne consomment pas parce qu'ils sont dans l'incertitude. Ils se posent énormément de questions par rapport à leur avenir et le réflexe, c'est de se dire, si je suis au chômage, si je n'ai pas suffisamment d'argent, si l'État est en difficulté, il faut que j'ai suffisamment d'argent, il faut que j'ai suffisamment d'épargne pour voir et pour pouvoir tenir. Et l'État a besoin de la consommation parce que la consommation, ça permet de soutenir l'activité économique, ça permet de soutenir les entreprises, donc ça permet effectivement d'avoir de la croissance. Donc elle a totalement raison de le dire, elle est dans son rôle. D'un autre côté, le particulier se doit d'être prudent parce que les temps sont quand même assez graves. Oui. Les banques centrales qui fabriquent des billets à tour de bras, quelle valeur aura la monnaie ? Alors, la monnaie, de toutes les manières, n'a pas de valeur. La monnaie, c'est d'abord et avant tout une convention. C'est-à-dire qu'on a confiance dans la monnaie, on a confiance dans les transactions. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que la Banque centrale a créé énormément de monnaie. Or, généralement, ça se termine souvent mal. Si elle l'a fait aujourd'hui, si les banques centrales l'ont fait, c'est parce qu'elles voulaient soutenir la consommation, elles voulaient soutenir l'investissement, elles voulaient soutenir l'économie. Et elles ont eu raison de le faire. La meilleure manière de limiter l'hémorragie, c'était effectivement d'abreuver les marchés financiers, d'abreuver également les ménages, d'abreuver les entreprises de liquidités. Donc ça a permis effectivement de limiter la casse et on l'a vu au niveau des marchés financiers qui ne se sont pas effondrés. C'est une excellente chose. Maintenant, à un certain moment, il y a l'économie financière et l'économie réelle. C'est-à-dire on peut effectivement distribuer autant de billets qu'on le souhaite. Si derrière,
il n'y a pas un redémarrage de l'économie, si derrière il n'y a pas de création d'emplois, si derrière il n'y a pas d'investissement, si derrière il n'y a pas de consommation, l'économie ne va pas repartir. Donc le risque, il est là. C'est-à-dire qu'on a essayé de limiter la casse, on a essayé d'éviter un scénario déflationniste à la 1929, parce que c'est ce qui s'est passé en 1929. Les prix ont baissé, on a eu énormément de banques qui sont tombées en faillite parce que justement, la Réserve fédérale ne les avait pas soutenues à l'époque. Donc on a eu un phénomène, une spirale déflationniste et ça a créé une crise extrêmement grave. Oui. Donc ce qu'ont fait les banques centrales américaines, européennes et du monde entier était totalement logique. Maintenant, encore une fois, il va falloir voir l'épreuve des faits, c'est-à-dire les 5, 10 prochains mois, comment ça va se passer concrètement. Oui, parce que Tammy Kabaj, après la guerre, il y a eu la période des 30 glorieuses, mais ici, le monde n'a pas été détruit par des bombardements et ne sera pas à reconstruire. Peut-on dire que le monde d'après qui nous attend, c'est plutôt Pompéi? Alors, je ne le souhaite pas et je ne l'espère pas. Maintenant, il faut être également réaliste. Effectivement, 30 glorieuses, après la Deuxième Guerre mondiale, on avait une dette qui était, par exemple, extrêmement élevée aux États-Unis et il a fallu 30 années pour l'effacer. C'est-à-dire que les États-Unis, début des années 50, avaient une dette qui avoisinait les 100%. Il a fallu attendre les années 70 pour avoir une dette de 20-30% du PIB. C'est-à-dire quasiment 30 ans. Or, aujourd'hui, on est à des niveaux de dette qui ressemblent à ceux de l'après-Deuxième Guerre mondiale, sauf qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu les 30 glorieuses, on a eu une forte croissance, on a eu un chômage faible, on a eu une démographie qui a également aidé. Là, on se retrouve avec une population vieillissante, avec des inégalités explosives, avec également une situation de dette massive, pas qu'en Europe, pas qu'aux États-Unis, une dette massive au niveau mondial. On n'a jamais vu ça. La Banque mondiale, d'ailleurs, avait émis un rapport en 2019, septembre, octobre 2019. C'était la 4e vague de dette. Et pour la Banque mondiale, c'était la pire vague qui n'ait jamais existé. Et cette dette, elle est évaluée à environ 350 000 milliards de dollars. Vous imaginez? Alors, pas que la dette des États, mais également la dette des ménages et des entreprises. Alors, aujourd'hui, vous prenez la prudence la plus stricte par rapport à l'investissement. Que signifie le mot prudence concrètement pour vous? Et peut-on encore avoir confiance dans la monétisation? Alors, la prudence, ça veut dire qu'il va falloir effectivement ne pas tout mettre ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de particuliers à partir du mois de février. Ils ont vu la bourse un petit peu baisser et beaucoup ont acheté massivement du Air France, du Renault, etc. Et ces valeurs ont été littéralement martelées, c'est-à-dire que ces valeurs se sont littéralement effondrées. Elles ont perdu entre 50 et 70% de leur valeur. Et donc, aujourd'hui, la prudence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on peut avoir plusieurs scénarios. On a un scénario où ça se reprend très vite, un scénario en V. C'est-à-dire la situation rentre dans l'ordre, tout est maîtrisé, l'économie repart, etc. Et bien évidemment, on va avoir une situation extrêmement saine. La deuxième situation, une situation en U, ça va mettre un peu plus de temps avant d'avoir une reprise, ça peut prendre environ 5 ans. Et la troisième situation, un scénario en L, c'est-à-dire ça baisse fortement et puis pendant plusieurs années, comme ce que l'on a eu durant les années 70. Vous parliez justement de la période des 30 glorieuses. À la fin de cette période des 30 glorieuses, on a eu la période de la stagflation, baisse de la croissance économique, hausse du chômage, hausse de l'inflation. Et ça, pendant 10 années, la bourse n'a pas fait grand-chose. Et on risque de se retrouver effectivement dans une situation similaire, c'est-à-dire il va falloir effectivement se réinventer, effectuer des réformes, repenser le modèle économique, social, etc. Et à partir de là, pour un investisseur, ça veut dire qu'il ne faut pas, parce que la bourse a remonté légèrement, et d'ailleurs la bourse a remonté, pourquoi? Parce que beaucoup de gens l'ignorent. Elle a remonté essentiellement grâce aux valeurs technologiques et aux valeurs de la santé. Ça représente 40% du S&P 500 et des principales valeurs américaines. Ce qui a permis à la bourse américaine de progresser, c'est Google, Facebook, Amazon et bien évidemment les valeurs de santé. 40% de la capitalisation boursière. Maintenant, quand vous prenez les banques, l'aéronautique, tous les autres secteurs sont ravagés et les États-Unis sont la place boursière qui a le mieux progressé et qui a le mieux rebondi. Et l'Europe n'a pas rebondi autant, l'Asie non plus, etc. Et dernier point, ça me rappelle également l'Italie et l'Espagne après la crise des subprimes. Après la crise des subprimes,
on a eu la crise de la dette en Italie et en Espagne. Et pendant 10 années, ces bourses, si vous étudiez leurs graphiques, n'ont pas fait grand-chose. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation similaire, sauf que ça ne touche pas que l'Italie et que l'Espagne, ça touche énormément de pays. Donc il va falloir être aujourd'hui plutôt trader, plutôt rapide ou alors plutôt passif, c'est-à-dire que vous investissez avec un horizon de temps long. Donc extrêmement prudent parce que ça peut aller dans tous les sens et ça peut faire très très mal. Alors, Tammy Kabbage, cette émission, c'est une ligne ouverte. Voici une question de Dan, de Toulouse, pour vous. Maintenant que l'on commence à sortir de la crise sanitaire, on va entrer dans une crise économique. Combien de temps pensez-vous que cela va durer? Je vous laisse répondre. Bien sûr. Alors, Dan, il y a encore une fois trois possibilités. La première possibilité, c'est qu'on se reprenne rapidement, scénario en V. Deuxième possibilité, un scénario en U, c'est-à-dire on a effectivement cette crise et puis, bien évidemment, il y aura pas mal de programmes, de relance, etc. Et ça peut prendre 5 ans environ. Et le dernier scénario, c'est le scénario catastrophe, c'est-à-dire un scénario où on a le protectionnisme. Et ce protectionnisme risque de faire très mal. Encore une fois, beaucoup de personnes parlent aujourd'hui de relocalisation, de fermer les frontières. Mais j'ai juste envie de revenir sur L'Oréal. Beaucoup de personnes connaissent L'Oréal. C'est le champion français, le champion européen dans la cosmétique. Et beaucoup de personnes ignorent que le gros du marché de L'Oréal, ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas en Europe, que plus de 30% du marché de L'Oréal, c'est en Asie. Et que la croissance du chiffre d'affaires de L'Oréal s'est fait essentiellement en Asie, pas aux États-Unis, pas en Europe. Donc l'Asie, en 2040, va représenter 50% du PIB mondial, 40% de la consommation. Et donc fermer les frontières, ça veut dire aggraver encore plus la situation. Attention, ça ne veut pas dire que tout est bon dans la mondialisation, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas relocaliser certaines activités, ça veut dire qu'il faut repenser le modèle économique. Mais imaginons, si on ferme les frontières, si on a des mouvements sociaux, et on le voit déjà aux États-Unis, de grande ampleur, si on a effectivement une situation d'inflation, voire d'hyperinflation, si on a une difficulté à récupérer la confiance, eh bien, ce n'est pas impossible que ça dure plus de 5 ans. Donc, ça dépendra de beaucoup de paramètres, la manière dont les hommes politiques vont gérer, et puis bien évidemment, le dernier point, le Frexit, l'Italie-Exit, on parle beaucoup de sortir de la zone euro. Je ne suis pas forcément pour les institutions européennes, etc. J'en fais pas la publicité, mais je pense que sortir aujourd'hui de la zone euro, ça ne pourra et ça ne fera qu'aggraver la situation. Donc, il faudra être extrêmement vigilant parce qu'il y a tellement de paramètres et on est tellement fragile. C'est-à-dire tellement de paramètres qui peuvent aggraver la situation et la situation actuelle sur un plan économique est à son pire niveau depuis finalement de nombreuses années, depuis effectivement la période des années 30. On n'a jamais vu ça, que ce soit sur le plan du chômage, que ce soit sur le plan de l'activité économique, etc. On n'a jamais vu ça. Merci Tammy Kabbage pour votre précieuse analyse sur i24 News.